Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception ? C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Cette semaine, je suis très heureuse de vous partager le témoignage de Solène. Agrégée d'espagnol, elle a enseigné cette matière dans le secondaire pendant 14 ans, jusqu'au jour où elle a décidé de s'associer à Jérémy pour créer Ciment. Ciment, c'est une marque de cosmétiques que j'ai découvert il y a quelques années grâce à ses savons artisanaux et particulièrement graphiques. Dans cet épisode, on parle de trouver sa place, des projets qu'on peut développer sur son temps libre pour s'épanouir davantage, des associations positives qui décuplent la motivation, de savon, bien évidemment, mais aussi un peu de tricot. Bonne écoute! Bonjour Solène, bienvenue sur le podcast. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Solène Lebon Couturier. Avant, j'étais prof et maintenant, je suis artisan savonnière. Comment est-ce que tu en es venue d'abord à être prof ? Déjà, j'étais prof d'espagnol, histoire de resituer un peu au niveau de la discipline. Et j'ai aucune attache ni en Espagne ni dans un pays hispanophone. Donc, ça s'est fait vraiment par hasard. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le profil de l'assez bonne élève qui suit le parcours classique. Et puis, comme j'étais bonne en classe, on m'a toujours orientée plutôt vers les filières générales, donc j'ai suivi. Et puis ensuite, vers la prépa, j'ai suivi. Et puis, à un moment, il a bien fallu choisir une spécialité. Espagnol, ça me convenait. J'avais des notes pas trop pourries. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer la grecque d'espagnol et à l'avoir. Arrivée là, j'ai dû enseigner finalement. Et l'enseignement en soi, c'est quelque chose qui t'a plu ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans ce métier-là ? Oui, alors moi en fait, c'est vrai que pendant tout mon parcours en tant qu'élève, j'avais pas mal d'admiration pour mes profs. Je trouvais ça chouette d'apprendre, d'être du côté de l'élève, en fait, les activités que faisaient faire les profs, souvent, je trouvais ça motivant. Et puis du coup, je me projetais pas mal. Je me disais: «Ah si j'étais prof, ça me plairait bien aussi de mener les cours, et cetera». Mais en fait, j'avais un peu dans l'idée que tous les élèves allaient être des élèves comme moi, c'est-à-dire motivés, intéressés. Et ça, j'ai découvert, en arrivant de l'autre côté, que c'était plus compliqué que ça. Mais oui, moi, c'était un métier que je trouvais OK. C'était pas quelque chose qui me faisait rêver depuis l'enfance, comme, par exemple, les métiers du style: «Ah, je veux devenir, pompier ou danseuse étoile». Mais par contre, en grandissant, je trouvais que c'était un bon deal, quoi. Puis bon, de façon très rationnelle, il y avait, la sécurité de l'emploi, le temps libre, tout ce qu'on associe au métier de prof. Et je me disais: très bien, comme ça me permettra, de faire des activités peut-être plus fantaisistes et non rémunératrices, à côté. Sur le papier, c'était un peu la stratégie de départ. Et donc dans la stratégie finale, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, si j'ai bien déduit ? Oui, je pense que comme pas mal de gens qui viennent sur le podcast, l'idée c'est qu'une fois qu'on s'est retrouvés la main, à la pâte et les 2 pieds dans le seau de béton, on s'est dit: «Ah finalement je suis pas super à l'aise là». Donc ouais, arrivé de l'autre côté, moi ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'était de se dire: «J'ai passé tellement de temps à étudier pour avoir ce diplôme, pour avoir ce concours, toutes ces soirées auxquelles je suis pas allée parce que j'étais en train de faire, une version, une disserte ou je sais quoi». On peut pas comme ça tout de suite se dire dès la première heure de cours: «Ah en fait, j'aime pas». C'est aussi souvent, perçu comme un privilège d'avoir, surtout l'agrégation quoi, qui est assez difficile et tout. Et il y a peu d'élus donc une fois que tu l'as, tu peux pas, jeter ça à la poubelle, c'est pas possible. Ça t'a apporté quoi, justement, l'agrégation ? D'un point de vue de la formation, c'est très exigeant, donc ça m'a appris pas mal de choses. L'élément principal, c'est la sensation qu'on pouvait prendre du plaisir à faire des travaux qui, au départ, étaient plutôt rébarbatifs.
Et puis de se dire aussi, après ça c'est la petite, gloriole, mais de se dire, bon, on était 2000 candidats au départ, il y en avait 50 à l'arrivée, j'étais dedans, on m'aurait dit: «Vas-y, va décrocher, ta médaille», c'était pas gagné d'avance, quoi. Et puis d'y arriver, c'est une satisfaction personnelle. C'est plus, la compétition, de se dépasser et tout ça, tout ça. Et est-ce que dans l'enseignement, ça t'a permis peut-être d'avoir des postes plus intéressants ou d'avoir peut-être certains privilèges? Oui, oui, après, techniquement, effectivement, plus, d'un point de vue, concret, quand on a l'agrég, on a des points pour enseigner dans des lycées. On enseigne, moins d'heures, on gagne plus d'argent, ça apporte du temps, pour pouvoir faire d'autres trucs à côté. Après en termes de prestige auprès des élèves, c'est rien du tout. Personne le sait déjà qu'on l'a et puis personne ne sait que ça existe et puis tout le monde s'en fout royalement. Mais moi, ça m'a permis d'avoir un poste fixe dès ma première affectation. Donc déjà, ça permet d'avoir quelque chose de stable parce que souvent, quand on démarre, on est un petit peu dans une situation instable où on n'a pas de poste fixe avant un certain nombre d'années et où du coup, à chaque rentrée, les cartes sont rebattues et on ne sait pas où on va être parachuté, donc c'est pas hyper confortable, quoi. C'est vrai que j'ai eu la chance d'échapper à ça et c'était clairement parce que j'avais ces points de bonus de l'agrégation. Malgré ça et malgré les privilèges que ça t'a apporté, t'as quand même décidé de partir. Ah bah oui, ouais, ouais, parce qu'en fait, tous les privilèges, ça compte pas quand on se sent pas, à sa place ou quand on se lève le matin et qu'on n'a pas envie d'y aller. Peu importe les sous, peu importe si le temps passé, si c'est important parce que moi je me suis dès que j'ai compris que j'avais du mal à me motiver dans ce métier, j'ai essayé de me mettre à temps partiel et j'ai senti la différence quand même. Les heures devant élèves semblent toujours, trop peu nombreuses pour le commun des mortels. C'est-à-dire que tout le monde dit, «Ah mais les profs ils ont très peu d'heures/ c'est des grosses feignasses». Mais en fait, je pense que peu importe le nombre d'heures, quand on n'a pas envie d'y aller, c'est dur. Mais quand on réduit encore plus ce nombre d'heures, c'est quand même plus acceptable, plus vivable, parce qu'on a quand même une fatigue moindre, et cetera. On arrive mieux à se raisonner en se disant: «Allez, c'est que 2 heures aujourd'hui». Évidemment que c'est plus facile que on en a 8 à enchaîner d'un coup, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est ça, tu trouves des petites stratégies, mais ça reste signe qu'il est temps de s'en aller, quoi. Oui, oui, parce qu'en fait, au départ, je sentais que c'était pas tout à fait ça, mais je me disais: «Bon, c'est parce que je démarre. Je suis débutante, je découvre, j'ai pas de bouteille, j'ai l'air d'avoir à peine, plus d'expérience que les élèves eux-mêmes. Dans les couloirs, on me reprend en me prenant pour une élève, mais on se dit: avec l'expérience, ça va finir par le faire et tout». Puis les années passent et on se rend compte que, pas tellement. Puis en discutant avec des collègues, on se rend compte qu'il y a des collègues, débutants qui sont déjà très à l'aise et d'autres qui sont près de la retraite et on a l'impression que chaque mois de septembre, c'est leur première année et cette sensation que, l'expérience n'allait pas changer ce principe de départ qui est, avoir le feu sacré, quoi. Ça, quand je l'ai compris, je me suis dit: «Ah ouais, va vraiment falloir trouver un plan B». T'as réussi à mettre des mots sur ce qui faisait que tu te sentais pas bien dans ce métier et que ça t'animait pas? Est-ce que tu arrives à savoir si c'est justement seulement les élèves ou si c'est le contexte ou si c'était peut-être le lieu d'affectation ou la matière? Ouais, alors, un petit mélange de tout ça, mais avec quand même des dominantes. Ma matière, ça allait. Franchement, j'aurais pas voulu, changer de matière, j'aime bien. L'administration, tout ça, le système hiérarchique, le ministère, moi, c'était quelque chose, franchement, ça m'affectait pas trop. Je me mettais un peu dans ma bulle, contrairement à certains, collègues qui semblaient vraiment, remonter contre tout ce système. Moi, je validais pas, mais émotionnellement, ça me perturbait pas plus que ça. Après, c'était plus vraiment le relationnel avec les élèves, c'est-à-dire que moi, j'avais certaines classes avec lesquelles ça se passait super bien. Quand j'étais avec eux, j'étais hyper contente, on travaillait bien et cetera et d'autres classes avec lesquelles ça se passait super mal et là, si j'avais cours avec eux 1 heure dans la journée, ça me foutait la journée en l'air et j'arrivais pas à me raisonner en me disant: «Mais oui, mais tu vas aussi avoir cours avec la classe sympa et tout». Je me laissais plus affecter par, les groupes, avec lesquels ça se passait moins bien. Oui, ta balance était plus très équilibrée, quoi. Oui, j'ai des collègues, eux, on sentait très bien que, il suffisait que, dans la journée, un élève fasse telle remarque, positive pour, que, ça leur donne, plein de motivation et tout et qu'ils se disent en rentrant chez eux: «Rien que pour cette, remarque de cet élève, ça vaut le coup» et tout. Moi, j'étais là, je rentrais,
Juste, je suis trop contente d'avoir fini cette journée, celle-ci n'est plus à faire, allez. Et tous les matins, j'étais un peu j'y allais un peu avec un boulet à chaque pied en me disant: «Ah, j'ai pas envie de les voir». C'était vraiment, mais je sais que c'est hyper, peu politiquement correct, mais ouais, des fois, j'avais pas envie de les voir, quoi, des ados relous toute la journée, ça non, ça me faisait pas rêver. J'avais plus, envie de remplir cette mission aussi noble qui est, de former les nouvelles générations et il y avait certaines, classes, la nouvelle génération, juste, elle me gonflait trop, quoi. Un autre truc qui m'a beaucoup, fait douter de mon si j'étais à ma place dans le métier de prof, c'est les inspections. Enfin moi, j'ai eu l'impression de me faire manger toute crue à chaque fois et de ressortir avec le bonnet d'âne, quoi. Donc pourquoi avoir fait tout ça pour, à la fin, se sentir aussi nul, quoi? La confiance en soi, le style de prof qu'on est, la sa façon d'être en classe, c'est ouais, ça met 10 ans à se construire, mais en 1 heure, tu la brises, hein. C'est fragile, c'est un château de cartes. Parfois, ça se passe bien aussi et du coup, ça redonne confiance en soi, ça consolide, l'impression qu'on a de bien faire, je pense, aussi. Nous, les profs, on est quand même souvent d'anciens bons élèves, donc on aime bien qu'on nous dise, «Très bien, allez, 20 sur 20». Malgré ça, t'es quand même resté pendant 14 ans, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que le confort de l'emploi, les 2 pieds dans le béton, tout ça, c'est-à-dire que, pour les raisons qu'on a évoquées au début, c'est-à-dire, le sacrifice qui est, le concours, les années passées à s'y préparer et cetera. Puis une fois qu'on y est, ouais, quand on a son poste fixe, alors que d'autres sont, titulaires sur zone de remplacement, on mesure la chance qu'on a, 8 heures de cours par semaine quand j'étais à mi-temps, bon ben, ça faisait ricaner tout le monde. Moi, ça me faisait pas ricaner le matin quand je devais y aller, quoi. Parce qu'il y a plein d'autres choses aussi, c'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, quand on est, prof, une fois qu'on y est, c'est très difficile d'en bouger. On parle souvent de mobilité, mais la mobilité, quand on cherche un petit peu, l'éventail n'est pas très, très large. On peut évoluer dans la carrière en devenant, inspecteur. OK, super, au secours, jamais de la vie. En devenant chef d'établissement, non merci. En devenant documentaliste, ouais, bof. Enfin, en tout cas, moi, c'était à chaque fois, les perspectives ne me convenaient pas et puis changer d'établissement, je l'ai fait. Je suis allée d'un établissement de banlieue un petit peu lointaine à un établissement de banlieue plus proche et plus chic. Bon, heu, oui, c'était plus confortable parce que, moins de temps de transport, des élèves, peut-être plus faciles, globalement. Même si, j'ai eu certaines de mes pires classes aussi dans l'établissement plus chic et voilà. Après quand il s'agit de, demander un congé de formation, en moyenne, faut attendre 7 ans pour l'obtenir. Faut pas être pressé et puis il faut pas avoir envie de faire, une école, sur concours où on aurait, son concours, cette année-là et puis pas avoir le congé de formation. Puis, quand on veut faire quelque chose qui s'éloigne un peu trop de sa discipline, il y a pas grand-chose, quoi. Après, toi, du coup, tu t'en es pas mal éloigné, donc comment est-ce que le savon arrive dans ton histoire? Alors avant le savon, il y a eu le tricot. Assez rapidement, j'ai mis en œuvre, donc cette partie de ma stratégie de départ qui était, profitons du temps libre qu'on a quand on est prof, pour ne pas préparer des cours, mais faire autre chose. Donc c'est là, moi j'ai toujours été très, très, attirée par tout ce qui était, travaux manuels. Je pense que j'aurais complètement pu m'épanouir, dans une carrière plus artistique, mais j'étais trop bonne élève pour aller, dans des filières, «moins sûres» entre guillemets. C'est pour ça aussi que je me suis, fermée mentalement des perspectives quand j'étais plus jeune. Mais c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, profitons, de ce temps pour pouvoir, s'amuser à côté». Et j'ai monté un collectif, de tricoteuses avec une copine, on faisait, des interventions dans la rue, on faisait du graffiti en tricot, on faisait des installations artistiques, on a rhabillé des boutiques, on a fait des vitrines, on a fait, des expos, on a fait des apéros tricot, c'était trop bien. Et c'est là que j'ai aussi commencé un peu à réduire, mes heures, c'est-à-dire que je me mettais en temps partiel et j'arrivais à peu près à compenser, financièrement, mon salaire. Donc j'avais, un mi-salaire de prof et le reste, j'arrivais à compenser avec des interventions, en tricot. Donc ça, c'était, jouable parce que c'était, un statut d'artiste D'accord, et quand on est prof, on a droit, de produire des œuvres artistiques ou littéraires, ou scientifiques exactement, ouais. à côté de son travail. Donc ça, je l'ai fait, pendant plusieurs années.
Et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même aussi compris que le tricot, c'était difficile, de dépasser le stade du hobby, finalement, parce que, financièrement, j'arrivais pas, puis j'avais peut-être pas non plus, monté une stratégie tellement, ficelée, du côté du tricot pour que ce soit, pour que je puisse en vivre, en fait. Donc même si c'était l'objectif, de départ, le collectif de tricoteuses, ça restait quelque chose de très, spontané et pas réfléchi autour d'un business plan, quoi. C'était plutôt, bon, sur un malentendu, peut-être que je peux arriver à en vivre. Le sur un malentendu, ça marche rarement. C'est ça. Et du coup, je me suis mise à faire, d'autres choses, de mes mains, comme, par exemple, des cosmétiques, à la maison, dans ma cuisine, dans toute cette mouvance de, do it yourself et de sensibilisation à, qu'on met sur notre peau et le retour à des produits plus naturels et cetera. Donc ça, c'était il y a 4 ans à peu près. Et puis au hasard d'un petit événement tricot, je retombe sur, une ancienne connaissance, Jérémy, qui, lui, avait monté une entreprise de bonnets tricotés par des grands-mères il y a une bonne, grosse dizaine d'années au début de, mon collectif de tricoteuses. Nous, on s'était rencontrés, à l'époque, en tricotant et j'avais aussi ce même jour montré aux copines comment on faisait du savon et puis lui, il était toujours aussi très intéressé par tout ce qui est artisanat. Assez rapidement quand même, il me dit: «Mais attends, viens, en fait, on n'aurait qu'à monter une savonnerie» et moi, ça faisait longtemps que j'étais en train de chercher, la porte de sortie, de creuser mon tunnel à la petite cuillère. On n'a pas eu besoin de beaucoup me pousser pour, que je dise: «Allez bingo, je crois qu'il y a un alignement des planètes, je rencontre peut-être la bonne personne qui a des compétences, complémentaires aux miennes pour, que le projet, ne soit plus, sur un malentendu, peut-être on pourrait faire des sous, mais vraiment articulé autour d'un business plan et pour avoir vraiment là, un projet entrepreneurial qui tienne la route» et du coup, j'ai dit: «Allez, c'est parti». Du coup, toi, t'étais déjà en... C'était 80 ou 50% que tu étais à l'époque? La première année où on a monté, la savonnerie, je devais être encore à 80. La deuxième année à 50 et la troisième année, je me suis mise en dispo. En fait, c'est une micro-entreprise que vous avez avec Simon? Alors au départ, oui, ça l'était, donc c'était juste moi et Jérémy. On avait tapé dans la main et on avait dit qu'on était associés, mais en micro-entreprise, on est seul. C'est le concept de la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, en fait. Donc moi, tant que j'étais encore, en poste, j'étais en micro-entreprise et ensuite, quand j'ai pris ma dispo, on est passé en SAS. D'accord, donc tu peux la faire évoluer. Vous avez pas dû la dissoudre et la refaire sous un autre nom? Et juridiquement, si, on a dû la dissoudre et la refaire, mais elle s'appelle pareil, elle s'appelle Ciment SAS. D'accord, OK. Et ça, tu as le droit de le faire en étant en disponibilité? Oui, il y a une des modalités pour demander sa dispo qui est reprendre ou créer une entreprise. Et il y a quand même, une marge entre faire des savons chez soi ou sur des ateliers avec des copains et du coup devenir indépendant et avoir une entreprise de savon. Ça se passe comment pour basculer, de l'un à l'autre avec Jérémy? Comment vous créez l'entreprise? Comment vous achetez ce matériel? Parce que j'imagine que c'est plus que quand tu fais à la maison. Comment ça démarre? Alors en termes de motivation et de volonté, ça je pense que le terreau était déjà bien mûr, chez lui comme chez moi. Donc on s'est retrouvés, autour d'un café pour, discuter de, comment on voyait les choses, pour jeter sur le papier les premières idées. Ensuite, moi je me suis très vite formée à la législation de la cosmétique parce que, ça c'est vraiment un point, auquel on peut pas couper. Et on n'a pas le droit de faire ses cosmétiques dans sa cuisine et les vendre sur internet et puis, et en avant Guingamp quoi. C'est pas possible comme ça. On a en Europe, on a une législation qui est très stricte, qui est la même qu'on soit, un grand groupe ou un petit artisan. Puisque à la fin, le produit, il arrive sur la peau des gens. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter tout un tas de choses et si on se forme pas, on peut pas comprendre ni savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, ça va déterminer, quel type de produit, on va avoir envie de développer, quel local on va choisir, comment on va l'aménager, avec qui on va travailler et cetera et cetera. Si on s'en occupe pas dès le début, ça peut être vite un problème et ensuite, il a fallu trouver le local et en région parisienne, vu le prix du mètre carré, sachant que c'est très difficile de trouver un lieu qui respecte les normes cosmétiques et qui soit pas cher.
Donc on a quand même trouvé. En fait, ce qu'il faut pour avoir son laboratoire cosmétique, il faut à minima que ce laboratoire soit fermé, qu'il puisse pas y avoir de poussière. En gros, le coworking, c'est compliqué, quoi. On peut pas se mettre, à côté d'un céramiste qui va faire de la poussière et la poussière va arriver dans la crème ou dans le savon, ça ou à côté de l'atelier de l'ébéniste et puis quand vous étalez votre crème, il y a des petites écharpes dedans, c'est pas possible. C'est pas très vendeur. Donc déjà, il fallait trouver un lieu, alors du coup, forcément, c'était tout petit et on a trouvé à Nanterre dans une maison. C'était marrant, c'était une maison ancienne qui avait abrité, au début du XXe siècle, les petits Suisses Gervais et dans cette pièce, il y avait, bah, l'ancienne salle de bain et c'est là qu'on a fait, le premier laboratoire de production, de savon ciment et le reste de la maison était occupé, chaque pièce a était occupée par un artisan ou un artiste ou un freelance, donc c'était un espace de coworking mais avec des pièces séparées. En fait, c'était les différentes chambres, de la maison, quoi. On a occupé une autre pièce de la maison quand quelqu'un est parti et du coup, on a pu s'agrandir et on a lancé comme ça et en fait, assez rapidement, bah, dès que j'ai pris ma dispo, pas cette rentrée, mais septembre précédent, on a fait une campagne, de financement participatif qui nous a permis, d'avoir notre local à nous dans Paris et on a toujours puisqu'on va bientôt fêter, les 1 an, de notre arrivée dans ce local. On a la boutique, nos bureaux, l'endroit où on fait les ateliers et au sous-sol, tout le labo de production. D'accord, ah, c'est bien étendu alors maintenant. Ouais, on a vite, grandi et c'est vrai que quand on voit où on était là, en train de discuter avec Jérémy, à écrire des trucs sur des bouts de cahiers et maintenant, bah, ça fait un sacré chemin parcouru quand même en finalement, peu de temps. Et au niveau de tes formations, donc il y a celle en législation cosmétique, mais tu n'as pas fait une autre formation pour bah, la fabrication de savon par exemple, ou pour le fait qu'ils soient aussi graphiques vos savons, vous n'avez pas dû vous former pour savoir faire ça? Non, bah, non, déjà parce que ça existe pas. Nous, on fait des savons avec des motifs, qui ressemblent à des carreaux de ciment, donc comme tu dis, très graphiques et tout et il y a pas de formation qui explique comment faire ce genre de savon. On a un peu inventé nos motifs, inventé nos techniques, sur le tas. Pour ouvrir une entreprise de cosmétiques, il faut, respecter toute la norme, mais après, sur la technique, sur le savoir-faire, de la savonnerie en soi-même, il y a pas, de nécessité d'avoir un diplôme ou d'avoir, suivi une formation auprès d'un maître artisan ou ce genre de choses. Ça n'existe pas. Bah, du coup, on l'a inventé un peu. C'est-à-dire que, c'est venu en faisant, des kilos et des kilos de savon, en testant plein de choses, en développant des techniques pour arriver à faire, nos motifs et voilà et ensuite, toutes les formules sont vérifiées par un toxicologue qui vérifie que, on n'a pas fait n'importe quoi. Mais, pour arriver au résultat, souhaité, ça c'est, faut construire son savoir-faire parce qu'en fait, il y a peu de savonneries artisanales qui recrutent et qui forment d'autres savonniers. Tout le monde est un peu une micro-savonnerie, en fait. En France, il y a plus de 1000 micro-savonneries et c'est souvent des gens qui sont seuls, en fait et qui ont transformé leur garage en labo de savonnerie, qui n'ont pas le temps ni l'envie forcément de former d'autres gens. C'est pas facile de se former, en fait. Autrement qu'avec, YouTube et internet et des groupes de savonniers sur Facebook, qui donnent plein de tuyaux et voilà, mais Et la formation justement en législation cosmétique, est-ce que tu te souviens du temps qu'elle t'a pris et du coût qu'elle avait? alors la mienne, c'était 3 jours. Ça devait tourner autour de 600 €, quelque chose comme ça et je sais qu'il en existe d'autres. Il y en a une qui est réputée, qui est, dans le sud de la France où là, les étudiants restent, je crois 15 jours. Donc c'est pas des trucs sur une année entière, quoi. C'est pas, on n'a pas un diplôme de chimie à la fin. C'est vraiment très pragmatique. C'est, comment tu fais pour que ton savon, il ressemble à un savon, quoi? Et puis, comment tu fais pour ne pas finir dans un cachot si, tu es contrôlé? Donc il y a cette formation qui est plus poussée, la partie, législation, mais aussi la partie, savonnerie et puis il y a aussi, des aspects plus d'entrepreneuriat, gestion, de comment tu déclares ta TVA, enfin ce genre de choses.
C'est plus cher, ça dure 15 jours et c'est surtout qu'il y a une liste d'attente immense parce que, c'est la plus réputée et que la plus complète et que, il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir, savonniers. Et vous, tout ce qui est entreprise, TVA, compte, tout l'administratif et tout ça, vous l'avez appris sur le tas, j'imagine? Ouais, alors moi oui, complètement. Moi quand j'ai démarré Ciment, je savais pas faire un tableau Excel, donc voilà. Par contre, Jérémy, lui, il était déjà très à l'aise avec tout ça parce qu'il avait déjà monté, plusieurs boîtes et donc lui, toute la partie, stratégie entrepreneuriale, même les contacts, il avait plein de contacts avec plein de gens. Il travaillait dans un incubateur de start-up donc toute cette partie-là, c'était un gros, gros plus, de l'avoir, avec moi. C'est aussi, je pense, une des clés de la réussite de Ciment jusqu'à présent, c'est cette association entre lui et moi. Et lui, tout ce qu'il a pu apporter, moi, j'ai pas eu besoin de m'y former au préalable. Et j'ai appris sur le tas, en échangeant, en avançant ensemble, en comprenant, en expliquant, en me trompant, en redressant la barre et tout. Et moi, j'avais plus l'aspect, enfin toute la partie créative, technique, et puis le tout dans les rails réglementaires, quoi. Et ça ressemble à quoi justement, une journée type, pour toi chez Ciment? Alors, une journée type, ça va être, j'arrive le matin, je fais un peu le tour des équipes. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Je descends, dans le labo. Dans le labo, j'ai aussi une équipe de 2 personnes, mais bon, à partir de 2, on est une équipe. Ma savonnière et ma stagiaire, en prod, en savonnerie et maintenant, moi, je descends pour le suivi, pour voir les problèmes, les choses qu'il faut racheter, qu'est-ce qui s'est passé, le savon, pourquoi il a cette tête-là, c'est bizarre, menons l'enquête et parfois ça va être et ça c'est le moment que je préfère, ça va être, bon bah je descends avec vous et il faut que je trouve un moyen de faire, un motif, je sais pas, un motif, flocon pour, Noël. Ah ouais, ouais, vraiment la partie, création, quoi. Ouais, donc en général, je bosse mes motifs sur mon ordi avant pour pouvoir voir à peu près à quoi ça va ressembler et essayer de me faire une stratégie de fabrication, c'est-à-dire, comment je vais concevoir, «l'architecture» entre guillemets du savon pour arriver à avoir ce motif et ensuite, je descends et je m'équipe et je fais mes petits tests dans mon coin pendant que les filles, elles font, des tonnes de savon de leur côté. Et jusqu'au jour où je leur dis: «Les filles, ça y est, c'est bon, là-haut, ils ont géré, la partie, stratégie marketing, communication, commerciale. Il faut lancer la prod et donc le savon flocon, voici comment on va faire» et en général, ça implique aussi d'avoir fabriqué du matériel, fait faire sur mesure du matériel, en amont parce que du coup, le prototype, ça va, mais quand il faut en sortir des lots de 200 pièces, c'est une autre paire de manches. Donc on teste, on corrige quand ça marche pas. Ensuite, les savons, passent 4 semaines, en salle de cure. Alors donc la salle de cure, c'est un peu comme le fromage, c'est l'endroit où les savons sèchent et finissent leur saponification tout doucement, pendant 4 semaines et ensuite, hop, on les sort, on les emballe, on les sort et ils vont, dans le stock, des produits finis pour être expédiés et vendus dans la boutique. Et du coup, vous avez plusieurs boutiques en France, puisque moi je vous ai trouvé à Rennes. Oui, alors en fait, on a une boutique à nous en nom propre, mais on a plein de revendeurs. On a des revendeurs, partout en France, un petit peu, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, mais c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous faire connaître et d'étendre, notre, réseau, de distribution. Donc ça, nous, ça fait partie aussi de notre stratégie pour arriver, à rendre la marque viable. Mais c'est vrai que les vôtres, c'était le graphisme dans la boutique qui nous avait attirés parce que bah, c'est beau en fait. On s'est rajouté cette contrainte supplémentaire, en plus de laver et de pas dessécher la peau. On voulait essayer de faire passer les gens du conventionnel au solide, à l'artisanal et aux matières plus saines, clean, bio. Ça, on s'est dit, il faut bien les attirer d'une façon ou d'une autre. Et l'aspect visuel joue beaucoup, même pour avoir de la presse et être jolie sur Instagram. Et puis moi, pour que je m'amuse aussi dans mon labo quand j'enfile ma casquette de designer de savon. Et qu'est-ce que tu dirais qui est positif et négatif dans ton métier actuel? Bon alors, le positif, il y en a plein. Bah, déjà, j'ai l'impression et même la certitude de faire quelque chose qui est bon. C'est
simpliste dit comme ça, mais c'est quand même, un aspect important de sa vie pro. C'est-à-dire que je sais que mon produit, il est nickel, je sais pourquoi j'ai fait tel et tel choix, je sais comment j'ai choisi mes ingrédients, je sais que je mens pas à mon consommateur et je sais que, j'essaye de faire au maximum pour que, le produit qu'il achète, soit, d'une qualité, irréprochable. Donc, déjà cette case-là, elle est cochée. Dans les côtés positifs par rapport à la thématique du podcast, bah, je me lève le matin, je suis contente, d'aller faire ce que je fais. Je sais que ça va, parfois, être compliqué, qu'il va y avoir des choses difficiles à gérer, à démêler, à surmonter, mais je suis quand même toujours contente, d'y aller. De retrouver, tout le monde, de retrouver l'équipe, d'avancer, de réfléchir, de se faire des nœuds au cerveau parfois, ça je trouve que c'est hyper motivant. Après dans les aspects moins faciles, bah, il y a, le quotidien de l'entrepreneur, c'est-à-dire, mince, mon fournisseur est lui-même à court de telle matière première, du coup ça me bloque sur la fabrication de tel savon. Il y a, ah mince, on était en pourparlers avec un super gros client, et finalement ça s'est pas fait pour, X ou Y raison. Donc ça va plutôt être, bah, les embûches du parcours de la boîte, quoi. Après moi, même les tâches un peu rébarbatives, comme je sais pourquoi je l'ai fait et que derrière ça implique, que ma boîte elle tourne, mais en fait, je les perçois moins comme une corvée pas possible que, quand j'avais par exemple au hasard un paquet de copies à corriger. Même faire de la compta ou, faire des trucs pas très, très passionnants, bah, quelque part, cette compta, les chiffres que je rentre, bah, c'est des sous et c'est des sous qui font vivre mon équipe, qui font tourner ma boutique, qui me permettent d'acheter du matériel, et de vendre des beaux savons. Donc en fait, je suis trop contente. En termes de quantité de travail, est-ce que tu travaillais plus en tant qu'enseignante ou maintenant en tant que savonnière? Ah bah, maintenant en tant que savonnière, si on compte les heures, il y a pas photo, je travaille plus maintenant qu'avant. C'est un peu comme la météo avec la température, réelle et la température ressentie. C'est-à-dire que moi, quand j'étais prof, j'enseignais 4 heures, j'avais l'impression d'avoir enseigné, 15 heures. Ou, un paquet de copies, au bout de 5 minutes, entre chaque copie, je regardais mon téléphone, quoi, pour voir quelle heure il était, éventuellement pour zoner un peu sur, les réseaux sociaux. Parce que tellement c'était, rébarbatif. Alors que, maintenant, bah, la journée de travail, elle passe à toute vitesse et pourtant, bah, j'enchaîne les heures. À la fin, je suis hyper crevée. La fatigue, je pense que c'est à peu près comparable parce que prof, c'est très, très crevant aussi, contrairement aux idées reçues. Mais maintenant que je suis savonnière, je perçois plus du tout le temps, de la même façon. Et avant, quand j'étais prof, mon temps libre, enfin, je m'occupais à beaucoup le remplir avec d'autres activités, qui me plaisaient. Alors que maintenant, mon temps de travail, c'est mon activité qui me plaît et du coup, sur mon temps libre, je m'astreins à glandouiller au maximum. C'est tellement, rempli et intense pendant la journée, au quotidien, qu'en fait, j'ai aussi besoin de plages de temps où je vais faire, des choses vraiment très, très, minimalistes et peu énergivores, comme lire, faire des mots croisés, genre des activités du troisième âge. Ouais, mais c'est important aussi de se mettre un peu en off, quoi. Puis même toi, tu as toute une partie créative aussi sur le design des savons, et on dit souvent que de se mettre un peu en off, ça permet à enfin, consciemment ou inconsciemment, mais à son imaginaire de tourner un peu en tâche de fond et de développer aussi des idées, quoi. Ouais, complètement, ça c'est, primordial et puis il faut avoir le temps aussi de se nourrir d'autres choses. Je pense aussi que comme on court un marathon, on court pas une course, de sprint donc il faut absolument arriver à se ménager, pour arriver à tenir le rythme, quoi. Il y a tellement de gens qui font des burn-out, parce qu'on démarre très, très, fort, surtout quand on lance une nouvelle entreprise, quoi donc on a vite fait d'être absorbé par trop de choses et puis, de s'y perdre. Exactement. Et en parlant donc de temps libre, justement, en ce qui concerne les vacances, donc tu n'en as peut-être pas autant qu'avant, mais comment ça s'organise? Est-ce que tu les choisis? Est-ce que tu as la sensation d'en avoir assez? Alors, oui, je l'ai choisi, donc en tant que chef d'entreprise, ça c'est un luxe. Mais bon, en fait, au final, je les prends toujours sur les congés scolaires parce que, j'ai un fils qui est à l'école primaire et j'aime bien passer du temps avec lui quand même. Donc, ouais, ouais, alors j'en prends, bah, au rythme d'un salarié, normal, classique, autour de 5 semaines par an à peu près.
en même temps que mon mari, comme ça, voilà. On prend nos vacances en famille. Et est-ce que j'ai la sensation d'en avoir assez? Ouais, ça me va, ça me convient. Je trouve ça OK, dans la mesure où j'ai quand même besoin d'être au travail, de suivre ce qui se passe. Et j'aurais l'impression, si je prenais, par exemple, au hasard, toutes les vacances scolaires, c'est-à-dire la moitié de l'année, j'aurais quand même un peu l'impression d'exagérer, quoi. Mais ouais, ouais, non, ça me va, ça me va. Et le troisième point de comparaison que j'aime bien faire entre du coup l'ancien métier et le nouveau, c'est une comparaison financière au niveau du salaire. Est-ce que tu te souviens combien tu gagnais quand tu as quitté l'éducation nationale et combien tu gagnes actuellement en indépendante dans la savonnerie? Alors, quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'étais à mi-temps et de mémoire, je gagnais autour de 1 200 € par mois, à peu près. Donc ça fait, si j'étais à temps plein, à peu près, je sais pas, 2 400 – 2 500 €. Et alors au début, moi, que j'ai lancé 6 mois, au début, je me rémunérais pas. Petit à petit, je me suis rémunérée, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un des trucs qu'on essaye de se forcer à faire, c'est de payer les gens, c'est-à-dire même nous, les cofondateurs, parce que souvent, les cofondateurs ont tendance à passer en dernier et du coup, à pas trop se payer. Et nous, on s'est dit: «Non, non, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à sécuriser rapidement et puis pour pouvoir payer d'autres gens, aussi et payer tout le monde, correctement». Au début, je me payais mes petits salaires, même pas tous les mois, voilà, quand on pouvait et tout, voilà, les débuts, c'était comme ça. Et puis maintenant, on tourne à 2 000 € par mois pour nous, les cofondateurs et notre savonnière en CDI, pareil, à peu près. Et bah, on arrive à tenir ça et puis c'est vraiment une de nos priorités, quoi. Les charges qu'on a, c'est les salaires, il faut les tenir et puis c'est tout. Quand tu as voulu changer, est-ce que ça a été compris et accepté? Bah, ouais, je pense que alors c'est venu, progressivement. Par exemple, la famille, au début, je pense que, comme d'hab, ils se sont dit: «Ah, c'est encore Solène qui a des idées un petit peu farfelues». Plus ça prenait, de l'ampleur et que ça devenait du sérieux, qu'on avait, des publications en presse. Ça, les publications presse, les parents adorent. Si on est dans le L déco, c'est bon. Je pense mon père, si j'étais dans l'Ouest France, ce serait la consécration ultime. Et en fait, une fois qu'on voit que, bah, ouais, c'est pas juste une lubie et que, ben, les retours sont bons, que, ça tourne, et cetera, petit à petit, bah, oui, ça devient du sérieux. Et au tout début où ça devient du sérieux, il y a aussi pas mal de méfiance. C'est-à-dire la première réaction, c'était un peu: «Ah, encore une idée rigolote de Solène». Ensuite, quand ils ont vu que ça commençait à devenir sérieux, c'était «Ah, mais méfie-toi de» et «Fais attention à». Puis maintenant, ils disent plus rien. Maintenant, ils sont contents d'avoir du savon. Ouais, maintenant j'ai drop the mic. Tu n'as pas de regrets quant à cette reconversion? Ouh là, non, pas du tout. Alors il y a une anecdote, marrante, c'est que, en ce moment, j'ai une stagiaire qui travaille avec nous pour, la partie un peu marketing, communication et cetera. Et c'est une ancienne élève. Elle a contacté, mon associé et puis, à la fin de l'entretien, elle dit: «Mais, votre associé, elle était pas prof d'espagnol avant?» On dit: «Ben, ouais». Elle dit: «Bah, je crois que je l'ai eu, en fait». Mais non, non, aucun regret. Et puis, moi, j'ai toujours, des contacts avec mes anciens collègues. Là, j'ai une, autre anecdote amusante. J'ai, une copine que j'ai rencontrée sur, les bancs de l'agrégation. Donc on s'est rencontrés vraiment en passant les oraux de l'agrég et depuis on a gardé contact et tout. Et elle, elle est venue me voir la semaine dernière en me disant: «Écoute Solène, je vais devenir apicultrice». Comme quoi. Bah, si tu as son contact, je suis preneuse, hein. Comment est-ce que tu compléterais la phrase «Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis»? Ah oui. Mais en fait, le problème de cette phrase, c'est que, j'ai entendu celle de quelqu'un d'autre et elle m'a trop parlé. Attends, attends, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Avant j'étais prof, maintenant je suis à ma place. Oh! Pas mal? Ouais, c'est vraiment pas mal. En fait, celle que j'avais entendue, c'était, avant j'étais prof, maintenant je suis heureuse. Ouais, celle-là, elle est Ouais, elle ouais. est
Mais j'étais pas malheureuse avant. Mais simplement, le truc qui me manquait, tu sais, comme quand tu as un puzzle et puis il te reste la dernière case et enfin la dernière pièce et puis tu la trouves pas, tu vois? Ça va pas, ça rentre pas, les trous ils correspondent pas. Moi le matin, je me levais, j'avais l'impression que dans ma vie tout était super, sauf ça et sauf que c'est quand même pas mal de temps de sa vie, son travail. Ouais, il y avait ce truc qui coinçait quoi, qui clochait, ça n'allait pas et puis je savais bien en fait, au fond de moi, je savais que c'était ça, c'était gros comme le nez au milieu de la figure en fait. Dès que je pensais à autre chose comme perspective professionnelle, à l'intérieur de moi, ça s'illuminait, il y avait des arcs-en-ciel qui sortaient quoi j'allais au boulot et j'imaginais tous les métiers de tous les autres gens et je les enviais. Sauf peut-être le chauffeur du bus, je me disais: «Ah ouais, chaud quand même». Faut se réveiller très, très tôt et puis les gens sont pas toujours très civiques dans les bus. Mais ce truc d'envier les métiers des autres, c'est un signe aussi que le sien, est peut-être pas le bon, quoi. Enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup de collègues qui avaient l'air d'envier le fait que j'aille voir ailleurs et qui eux, ne s'en sentaient pas capables. Soit ils étaient pas assez dégoûtés du métier de prof, soit ils l'étaient, mais ils avaient pas l'énergie d'aller voir, ailleurs ou la créativité ou simplement moi j'avais pas mal de collègues qui me disaient: «Mais je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre, j'ai rien d'autre», alors qu'en fait sûrement que c'est pas vrai, mais ce truc d'être coincé dans son travail et puis en fait de devoir aller jusqu'au bout parce qu'ils voient pas comment faire autrement, ça j'avais l'impression que c'était quelque chose de super répandu. Ouais, c'est une conversation que j'ai eue avec plusieurs invités, dont celui que j'ai eu ce matin aussi, qui disait la même chose quand il annonçait qu'en septembre il ne reprendrait pas. On lui disait ah ouais, mais moi je pourrais pas, je sais rien faire d'autre, j'ai que ce diplôme. Et lui aussi en fait en soi, mais c'est un peu pour ça hein, moi que j'essaye de développer ce podcast là, c'est pour montrer que c'est possible, enfin déjà pour me le montrer à moi, parce que voilà, il m'a fallu 10 interviews pour me finir par me dire ok, c'est possible, mais me montrer que c'est possible et qu'il y a plein de portes différentes, de fenêtres, de trappes, de moyens en fait d'y arriver quoi. Et puis du coup j'essaye de le diffuser parce que je me rends compte qu'il y a énormément de monde. Enfin, tu prends sur Facebook, il y a un groupe, genre t'es prof et tu veux changer de métier, il y a 14 000 personnes inscrites dessus. Non, mais il suffit de rentrer dans une salle des profs, hein. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde râle. Tu as l'impression que tout le monde veut changer de métier, plus personne ne supporte ça et à la fin, tu en as pas tant que ça qui sautent le pas. Mais tu vois, quand tu dis, la phrase, «À la rentrée, j'y vais pas», mais moi, cette phrase, mais des paillettes et des licornes, à l'intérieur de moi. Quand je me projetais dans cette, vision, c'est-à-dire à la rentrée, je n'y vais pas, c'était comme une épiphanie, il y avait une libération extraordinaire. Je pense que toute ma vie, le 1er septembre, j'aurais un truc de: «Hé, j'y vais pas». Et est-ce que tu aurais justement un conseil à donner à celles et ceux qui hésitent, ou un conseil que tu aurais pu donner à la Solène d'il y a quelques années en arrière? Un conseil en forme de mantra Instagram un peu galvaudé, mais c'est pas grave, n'ayons pas peur des mantras galvaudés. Un rêve devient un plan quand tu mets des dates. Voilà, enfin, c'est un peu simple, et un peu, évident comme ça, mais n'empêche que le jour où tu dis: «OK», tu prends une feuille, tu dis: «Si je fais ça à telle date et ensuite ça et ensuite ça ouvre sur quoi? Et qu'est-ce qui se passe après?» Et que tu dis: «Ben, en fait, c'est parti, je me tape dans la main avec moi-même et je le fais». Tu mets en place une stratégie et tu es plus dans juste, râler et ressasser et dire: «Ah mince, j'aime pas», et tu es dans la construction et la création de quelque chose qui peut devenir, la réalité. Exactement. Puis se faire confiance sur le fait que, si tu te donnes, les moyens, tu peux y arriver. Après ça, quand tu es prof, théoriquement, tu sais déjà. Ouais, tu le sais, mais c'est dur des fois de se l'appliquer à soi-même. En fait, il y a aussi un autre truc peut-être, un conseil que je me donnerais, c'est, Solène, tu as passé l'agrégation et tu l'as eu. Donc, il y a pas que ça dans la vie. Ça veut dire que tu es capable de surmonter des défis, pas forcément que celui-là. C'est pas parce que tu as eu celui-là qui était un peu, considéré le summum que tu arriveras jamais à faire mieux. Tu peux faire des trucs aussi bien, mais très différents. C'est vrai que c'est bien d'en prendre conscience et que souvent quand on est dedans, quand on est dans la réflexion, on n'arrive pas à prendre ce recul-là en fait. On a souvent le syndrome de l'imposteur, hein. Ouais, Ça aussi, c'est un peu un cliché, mais on est quand même dans une profession très, très, féminisée et le syndrome de l'imposteur, c'est souvent un truc de femme. Moi, j'ai eu la grecque, j'avais un peu l'impression
Oui, mais bon, j'étais l'avant-dernière à l'avoir, bon, c'était sur un malentendu. Oui, ça fait 3 ans que tu étudies pour l'avoir, Solène, c'était pas vraiment un malentendu et du coup, on a du mal à se dire que, si on a réussi une fois, on va réussir 2, peut-être 3, peut-être 10 fois. Non, puis on rate aussi, hein. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on se construit, hein. D'avoir l'impression d'avoir réussi juste une fois parce qu'on a eu de la chance, ça aide pas beaucoup à se donner confiance pour d'autres projets. Donc peut-être le conseil, c'est de se dire, «Mais c'était pas un malentendu». Bah, je trouve que c'est un très beau conseil pour clôturer ce podcast. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager toute cette expérience parce que bah, je sais que c'était pas simple d'un point de vue organisation de pouvoir caler ce moment-là. Et je suis vraiment super contente de t'avoir reçu parce que bah, je tenais vraiment à t'avoir dans le podcast parce que comme je disais, bah, je trouvais ça hyper amusant de faire le lien entre le fait que j'achetais tes savons dans un premier temps et ensuite j'ai découvert que t'étais une ancienne prof pile au moment où j'ai lancé mon podcast. Donc voilà, je suis super contente de t'avoir eu dans le podcast, donc un grand merci. Bah, merci à toi et puis moi je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus d'endroits où les anciens profs peuvent s'exprimer et j'espère que ton podcast, va cartonner. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook, @avantjtprof. Et si vous souhaitez échanger avec Solène et voir les plus beaux des savons, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. À bientôt!